Alors Annie, tu es une personne avec pas mal de paradoxes, je trouve, grande sportive, mais aussi grande féministe. Est-ce vrai ? Pas vraiment grande sportive. C'est le seul sport que j'ai pratiqué, c'est l'aviation. C'est un sport un peu particulier. Pour revenir un peu sur l'histoire et sur la régression qu'on est en train de vivre dans le mouvement féministe, je voudrais rappeler une date clé que tu cites souvent, d'ailleurs, c'est 79. C'est le moment où Simone de Beauvoir veut créer la Ligue du droit international des femmes, parce que au fond, il s'est passé quelque chose de très grave, des choses positives et des choses négatives. Parmi les choses négatives, c'est la révolution islamique d'Iran. C'est aussi les troupes soviétiques qui rentrent en Afghanistan, ça va être le début des djihad finalement. Mais c'est aussi la Convention pour l'élimination des discriminations à l'encontre des femmes qui prône l'universalisme, qui est la convention la plus signée au monde, mais en même temps qui fait l'objet du plus grand nombre de réserves au nom de la religion et des traditions. Alors, il est intéressant de rappeler un épisode. Au moment où a lieu la révolution islamique, les femmes descendent par dizaines de milliers, les Iraniennes, dans la rue pour dire on n'a pas fait la révolution pour ça, puisque Khomeini vient de décréter l'obligation de porter le tchador. Et il y a une délégation de femmes. Moi, malheureusement, je n'y étais pas, mais je sais ce qui s'est passé. Et déjà, là, s'est produit la différence, la rupture au sein de ces femmes qui venaient pour apporter leur soutien à celles qui ne voulaient pas le voile obligatoire. Elles veulent rencontrer Khomeini et la condition qui est posée, c'est qu'elles portent le voile. Eh bien, il y a eu une bataille rangée à l'intérieur du groupe et certaines ont accepté de le porter pour aller rencontrer Khomeini. Donc on voit bien cette contradiction, et cette contradiction, on va la trouver sur tous les débats, tous les combats que nous allons mener à partir de ce moment-là en tant que Ligue du droit international des femmes, dont l'objet est justement de promouvoir la notion d'universalité. Il y aura tous les procès contre l'excision. Or, nous avons rencontré aussi à ce moment-là l'opposition d'ethnologues et autres penseurs, mais c'est leur coutume, mais c'est un passage à l'âge adulte, où même si c'est fait aux enfants, c'est une idée de différenciation des hommes et des femmes. Donc, ces procès, nous les avons menés contre des experts qui pensaient que nous avions tort et que peut-être il fallait le faire dans les hôpitaux, parce qu'au moins il n'y aurait pas de mort. C'était un acte médicalisé. Voilà. Sachez qu'en Angleterre, par exemple, il n'y a eu aucun procès contre l'excision. Ça a été les mariages où les enfants étaient enlevés par des Algériens, et là où il y avait conflit de droit entre le droit accordé à la mère alors que le droit était accordé au père en Algérie. Le sport est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, par hasard, en 92, en regardant les Jeux Olympiques de Barcelone, où enfin, c'était la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud était de retour, avec des Noirs et des Blancs, et tout le monde se réjouissait que la fête était enfin complète. Or, derrière, je vois l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, l'Iran, etc., que des hommes. Il y avait 35 délégations sans femmes. Et donc, nous avons commencé le combat sur un sujet qui, là, était compris par tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des délégations sans femmes, donc il faut qu'il y ait des femmes. Et l'Iran faisait partie des pays qui n'envoyaient que des hommes. Or, en 96, donc les Jeux qui suivent, ils envoient une femme porte-drapeau et nous pensons que nous avons gagné. En fait, nous étions en train de commencer à perdre, puisque c'est la première femme voilée qui est arrivée aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que le CIO a cédé sur sa charte olympique. La charte olympique, d'une part, dit aucune discrimination, affirme clairement principes universels, éthiques universelles fondamentaux, et elle a une règle 50 qui est plus puissante que la laïcité française,
puisqu'elle interdit à des adultes, dans un lieu public, les athlètes, toute expression politique ou religieuse, et que le serment olympique précise très clairement « j'ai l'honneur de participer, etc. » et je n'accepterai aucune influence politique ou religieuse. Donc, c'est vraiment un mouvement qui s'affirme laïque. Je dis que nous sommes en train de perdre la bataille. Quand nous disons la laïcité à la française, nous perdons la bataille. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas gagner contre le monde entier. On ne dit pas la liberté à la française, on ne dit pas l'égalité à la française. Nous perdons la bataille parce que nous sommes en situation de défendre, nous défendons la loi de 1905 et nous avons raison, et je fais partie des signataires. Mais c'est un combat pour défendre quelque chose du passé. Ce que nous devons, c'est réagir sur 2 points. D'une part, ne pas rester en franco-français, et deuxièmement, nous adresser à la jeunesse, car il y a un fossé de génération. Nous avons une occasion unique, nous n'en aurons pas d'autre. C'est l'organisation par Paris des Jeux 2024. Sachez qu'en 1924, quand nous avons organisé les premiers Jeux, il n'y avait pas de femmes, par la volonté de Coubertin. Nous sommes 100 ans après. Est-ce que nous accepterons que l'Iran et l'Arabie saoudite continuent à pratiquer l'apartheid sexuel? L'Afrique du Sud a été exclue pour 30 ans pour cause d'apartheid racial. Que signifient les conditions posées par 2 pays qui ont institutionnalisé l'apartheid sexuel dans leurs lois? Donc, ce que nous demandons, c'est que, sachant que dès cette année, se prépare avec l'éducation nationale ce qu'on appelle la génération 2024, c'est-à-dire les enfants des collèges et des lycées, ceux qui ont entre 10 ans et 15 ans et qui auront 15 ans et 20 ans aux Jeux olympiques. Ils ont besoin d'avoir 70 000 volontaires. Donc, ils préparent les jeunesses aux valeurs olympiques. Savez-vous comment ils expliquent le fait qu'il y aura des femmes voilées? Ils disent, mais c'est que la laïcité, parce que j'ai été voir les responsables au ministère de l'Éducation nationale, eh bien, ça c'est la laïcité à la française. Mais ça n'est pas une loi internationale. La loi internationale, c'est la charte olympique. Et donc ne vous étonnez pas si vous voyez ce que vous n'avez pas le droit de voir à l'école, c'est-à-dire des femmes voilées. Or, c'est tout le contraire. La charte olympique est plus sévère que la laïcité à la française. Et donc, ce qu'il faut, c'est oser dire que le CIO n'applique pas sa règle. Ce que nous demandons, c'est que le comité d'organisation ose être un lanceur d'alerte, comme le Comité national olympique de Norvège l'avait été en 1958, qui avait écrit au président du CIO pour demander l'exclusion de l'Afrique du Sud, eh bien, qu'il ose dire « Votre charte n'est pas appliquée, c'est inacceptable, vous devez réagir. Il y a 2 pays qui pratiquent l'apartheid sexuel. » Donc, cette lettre ouverte, qui est déjà signée par une centaine de personnalités, il faut qu'elle soit signée par 2024 personnes du monde entier. Oui, ce serait mieux, mais je pense que 2024, c'est déjà difficile, parce que les gens ne comprennent pas. Sachez que les Jeux olympiques sont regardés par près de 4 milliards de personnes à travers le monde. Ce sont eux qui fabriquent les rôles modèles, comme la Coupe du Monde qui est un tout petit peu moins regardée. Mais regardez comment les garçons se coiffent. Ils copient les joueurs. Donc c'est une production de rôles modèles. Il ne faut pas passer à côté. Il n'y a pas d'événement plus populaire au monde que les Jeux olympiques. Merci Annie. Donc c'est ce qu'on avait
convenu, agir dans son environnement. Donc, merci pour ton invitation à l'action, à agir là, maintenant, parce que c'est en France que ça se passe, en 2024. Et c'est bien de le souligner, c'est davantage la laïcité qui est en adéquation avec la charte olympique et non pas le relativisme culturel qui est, lui, en porte-à-faux avec la charte olympique. Merci.